Elle avait à peine 22 ans, mais son corps portait déjà les cicatrices d'une vie entière de lutte. La nièce du gouverneur de l'Île-de-France, connue pour son sourire lumineux et sa détermination, venait d'affronter sa 27e intervention chirurgicale. Depuis sa naissance, une maladie rare et agressive avait mis sa santé en péril. Chaque année, elle se retrouvait sous la lumière crue des blocs opératoires, entourée d'équipes médicales qui tentaient, une fois encore, de lui offrir un peu plus de temps. Mais cette dernière opération n'était pas comme les autres. Les médecins parlaient d'un risque inacceptable, et pourtant, il n'y avait pas d'alternative. Sans cette intervention, ses jours étaient de compter. La veille de l'opération, elle confia à une infirmière qu'elle n'avait plus peur de mourir, mais qu'elle craignait terriblement de revenir différente. Personne ne comprit vraiment ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Ce qui se passa dans la salle d'opération cette nuit-là allait devenir l'un des cas médicaux les plus étranges de France. Et la question qui hante encore tous ceux qui y étaient est simple. Est-elle vraiment sortie vivante de cette 27e chirurgie? Cette histoire n'est pas simplement celle d'une jeune femme malade. C'est l'histoire d'un combat acharné, répété 27 fois sur une table d'opération, et dont l'issue reste un mystère que peu osent aborder. Car au-delà de la douleur physique, il y a ce que personne ne veut vraiment entendre, les ombres qui rôdent entre la vie et la mort, là où certains patients affirment avoir vu autre chose. La nièce du gouverneur n'était pas une inconnue pour les médias. Chaque apparition publique à ses côtés déclenchait une vague d'émotions. Mais ce que le public ignorait, c'est que derrière les photos officielles et les sourires forcés se cachait une réalité faite de salles d'hôpital, d'anesthésie répétée et de conversations murmurées entre médecins sur ses chances de survie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce dossier médical hors norme, en retraçant pas à pas les opérations, les complications et les moments où tout semblait perdu. Mais aussi ce détail glaçant que l'équipe chirurgicale a préféré taire pendant des années. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ici, nous racontons les histoires médicales les plus incroyables, celles qui dépassent la science et parfois même la logique. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Préparez-vous, ce récit ne parle pas seulement de médecine, il parle d'une frontière invisible, celle que cette jeune femme a franchie 27 fois, et de la question que personne ne veut poser lors de la dernière, est-elle vraiment revenue? Chapitre 1. La première cicatrice. Elle naquit par une froide matinée d'hiver, dans un petit hôpital de banlieue parisienne. Dès les premières heures, les médecins remarquèrent quelque chose d'inhabituel, une faiblesse musculaire généralisée et une teinte bleuâtre autour de ses lèvres. Les tests initiaux révélèrent une malformation complexe, touchant à la fois son cœur, ses poumons et ses vaisseaux sanguins. Ses parents, anéantis, furent informés que sans intervention rapide, elle ne survivrait pas au-delà de quelques semaines. Le mot « chirurgie » fut prononcé pour la première fois alors qu'elle n'avait pas encore ouvert les yeux sur un monde qui lui promettait déjà la douleur. Le gouverneur, frère de son père, apprit la nouvelle au téléphone au milieu d'une réunion politique. Il abandonna tout pour rejoindre l'hôpital. Les images captées ce jour-là montraient un homme puissant, brisé par l'impuissance. La première opération fut programmée en urgence. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus silencieux que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes savaient que ce serait la première d'une longue série. Les chirurgiens parlaient peu, concentrés sur une intervention qu'ils savaient risquée pour un corps si minuscule. L'équipe chirurgicale entra en salle à l'aube. Les lumières froides éclairaient un champ opératoire minuscule, où chaque geste devait être précis au millimètre près. À travers la vitre, le gouverneur observait le visage blême, les mains crispées sur le rebord. Les heures passèrent. Les alarmes du moniteur cardiaque retentirent à plusieurs reprises, rappelant brutalement que la vie ne tenait qu'à un fil. Les infirmières circulaient rapidement, échangeant des regards lourds de sens. Puis, enfin, une annonce. Elle respire seule. Ce furent les premiers mots d'espoir depuis son arrivée à l'hôpital. Mais ce répit ne dura pas longtemps.
Les médecins savaient déjà qu'il faudrait d'autres interventions chaque année pour corriger les dommages laissés par la maladie. Sa première cicatrice, fine et pâle, traversait son petit torse. Mais pour ses parents, elle était la preuve que leur fille était une survivante. Pour les médecins, c'était seulement le début d'un long combat. Ce soir-là, alors que tout le monde croyait qu'elle dormait, l'infirmière de garde raconta plus tard avoir vu ses yeux ouverts, fixant un point invisible au plafond. Ses lèvres avaient bougé, formant un mot, mais elle n'en comprit pas le sens. Personne ne savait alors que ce premier mot, murmuré dans l'ombre, reviendrait 26 fois de plus, toujours entre l'anesthésie et le réveil. Chapitre 2. Le poids des années. Les premières années de sa vie furent rythmées par des séjours à l'hôpital. Chaque anniversaire était suivi quelques semaines plus tard d'une nouvelle opération. La maladie évoluait, attaquant ses organes comme si elle savait exactement où frapper. À l'école, elle apprit vite à cacher ses cicatrices. Les enfants posèrent des questions et elle répondait toujours par un sourire. Mais ses camarades remarquaient son absence fréquente, ses retours amaigris, son teint blafard. Le gouverneur assistait à chaque opération, toujours derrière la vitre, comme lors de la première. Mais au fil des années, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude, c'était une forme de crainte, comme s'il redoutait davantage ce qui pouvait se passer pendant les opérations que leur issue. Les médecins, eux, parlèrent de plus en plus bas. Certains nouveaux arrivants dans l'équipe chirurgicale quittèrent le bloc avec un air perturbé, comme si ce qu'ils avaient vu ne correspondait pas à la médecine qu'ils connaissaient. Un incident marqua particulièrement sa 5e opération. En pleine anesthésie, ses signes vitaux chutèrent brutalement. Les médecins commencèrent les manœuvres de réanimation, mais c'est à ce moment précis qu'elle ouvrit les yeux. Et d'une voix faible, elle murmura une phrase en italien, une langue qu'elle n'avait jamais apprise. L'anesthésiste, originaire de Naples, pâlit en entendant ces mots. Ils étaient une citation exacte tirée d'un texte religieux du XVe siècle, presque oublié. Il ne dit rien, mais nota la phrase sur un papier qu'il conserva précieusement. À chaque nouvelle intervention, un schéma se répétait. Complications soudaines, signes vitaux instables, puis ce moment où, entre la vie et la mort, elle murmurait quelques mots dans une langue différente. Les médecins enregistraient les données, mais ses paroles restaient toujours hors dossier. Sa 7e opération faillit être la dernière. Son cœur s'arrêta pendant 3 longues minutes. Les médecins furent prêts à déclarer l'échec, jusqu'à ce qu'il reparte soudainement, sans explication. Quand elle se réveilla, elle demanda « Pourquoi est-ce que l'homme en noir était dans la salle ?» Aucun des médecins ne portait ce genre de tenue. Le gouverneur commença à limiter les informations transmises à la presse. Ce qui autrefois était un témoignage public de courage devint une affaire strictement privée. Les rares journalistes qui tentaient de s'approcher étaient repoussés avec fermeté. Mais plus les années passaient, plus il devenait évident que ces opérations n'étaient pas seulement des tentatives médicales pour la sauver, elles étaient aussi la porte d'entrée vers quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Et à la 27e, cette porte allait s'ouvrir en grand. Chapitre 3. Les ombres dans la salle. Au fil des opérations, un climat étrange s'installait dans le bloc chirurgical. Certains médecins demandaient à être réaffectés, refusant d'entrer à nouveau dans la salle où elle était opérée. Officiellement, ils parlaient de fatigue ou de stress. Officieusement, ils murmuraient que quelque chose se passait là-dedans. L'infirmière principale, Sophie Laurent, travaillait auprès d'elle depuis sa première intervention. Elle avait vu son corps résister à des traumatismes que d'autres n'auraient pas survécu 5 minutes. Mais ce qui la perturbait le plus n'était pas la résilience physique, c'était le regard que la jeune femme avait en se réveillant, comme si elle revenait d'un endroit où personne ne devrait aller. Lors de la 9e chirurgie, l'éclairage principal du bloc tomba soudainement en panne. Les générateurs d'urgence s'activèrent, baignant la pièce dans une lumière rouge presque sanguine. Pendant ces quelques secondes, les caméras de surveillance enregistrèrent une silhouette floue, debout derrière le chirurgien en chef. L'image fut analysée. Les techniciens conclurent à une interférence optique. Mais ceux qui avaient vu la vidéo
savait que cette forme avait une main posée sur l'épaule du médecin. Peu à peu, des rumeurs circulèrent dans l'hôpital. On parlait d'une malédiction, d'une présence attachée à cette patiente, ou même d'expériences médicales secrètes couvertes par le gouverneur. Ce dernier, d'ailleurs, faisait tout pour étouffer ces histoires, mais son visage de plus en plus fatigué trahissait la pression qu'il subissait. Lors de la 13e opération, un anesthésiste expérimenté fit une crise de panique en plein milieu de la procédure. Il hurlait qu'il entendait des voix, qu'elle l'appelait par son nom complet, et qu'elle venait de l'autre côté du cœur de la patiente. Après cet incident, il quitta la profession. Aucun rapport officiel ne mentionna cet épisode. La jeune femme, en se réveillant, demanda simplement où était l'homme qui criait. Ce qui troublait le plus l'équipe médicale était le fait qu'elle semblait se souvenir de chaque intervention, malgré les doses massives d'anesthésie. Elle pouvait décrire avec précision les mouvements des chirurgiens, les conversations chuchotées, et parfois même les pensées qu'ils affirmaient n'avoir jamais dites à voix haute. À partir de la 15e intervention, le bloc opératoire fut isolé des autres. Seul un personnel sélectionné, trié sur le volet, avait le droit d'y entrer. Mais cela ne fit qu'alimenter les soupçons et la peur. Et tous savaient qu'un jour viendrait une opération où la frontière entre la médecine et l'inconnu céderait complètement. La 27e serait celle-là. Chapitre 4. L'ultimatum médical. Les années avaient laissé des traces. À seulement 22 ans, son corps était épuisé par les cicatrices, les anesthésies répétées et les traitements expérimentaux. Chaque respiration semblait lui coûter un effort démesuré. Les médecins savaient qu'ils approchaient d'un point de non-retour. Lors d'un rendez-vous médical, le professeur Delorme, chef du service, posa les cartes sur la table. Nous avons 2 options, mais aucune n'est sûre. La première était de continuer les soins palliatifs et de laisser la maladie suivre son cours. La seconde, une opération radicale, risquée, presque insensée. Le gouverneur, assis en face, serrait les accoudoirs de sa chaise. Ses yeux ne quittaient pas ceux du chirurgien. « Et si elle entre dans cette salle une 27e fois, est-ce que je la reverrai vivante ?» demanda-t-il. Le silence qui suivit fut la réponse la plus inquiétante. En parallèle, la presse commençait à se poser des questions. Pourquoi cette jeune femme, protégée par le plus haut niveau politique, disparaissait-elle régulièrement de la vie publique? Les rumeurs allaient bon train. Complot médical, expérience secrète ou simple tragédie familiale cachée derrière les murs des hôpitaux. Mais à l'intérieur du service, l'atmosphère devenait irrespirable. Les infirmiers parlaient de lumières étranges dans le bloc, de voix entendues dans les interphones débranchés et de variations de température impossibles à expliquer. La patiente, elle, semblait étrangement calme. Elle confia à Sophie, l'infirmière en chef, qu'elle savait que cette prochaine chirurgie serait la dernière. Mais elle ajouta une phrase que Sophie ne put oublier. « Ce n'est pas moi qui vais décider si je reviens. » La veille de l'opération, le gouverneur passa la nuit entière à son chevet. Des témoins racontent qu'il lui parlait à voix basse, comme pour lui confier des secrets que personne d'autre ne devait entendre. Certains affirment même avoir vu des larmes couler sur ses joues, un geste rare pour un homme habitué aux joutes politiques. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, l'équipe préparait un protocole inédit. Les appareils furent recalibrés, des mesures de sécurité supplémentaires mises en place. Et pourtant, chacun ressentait un poids invisible, une tension qui ne venait pas seulement du risque médical. Certains membres de l'équipe avaient demandé à être remplacés. Ils ne voulaient pas être là quand ça arrivera. Mais ceux qui restèrent étaient animés d'une étrange fascination, un mélange d'angoisse et de besoin de savoir. Lorsque l'aube se leva sur Paris, tout était prêt. La 27e opération n'était plus un choix, c'était un ultimatum, et peut-être la dernière chance de découvrir ce que cette salle cachait depuis tant d'années. Chapitre 5. Le dernier compte à rebours. La salle d'opération numéro 4 était prête depuis l'aube. L'air y était plus froid que d'habitude, malgré les réglages normaux de la ventilation. Les moniteurs affichaient un signal stable, mais chacun savait qu'il ne le resterait pas longtemps.
La jeune femme fut installée sur la table, ses bras fixés au support métallique. Son visage restait étrangement détendu, presque apaisé, comme si elle acceptait pleinement ce qui allait suivre. L'anesthésiste plaça le masque sur son visage et ses paupières se fermèrent lentement. Le gouverneur observait depuis la vitre, ses poings serrés contre le rebord. Ce n'était plus l'homme politique sûr de lui que la France connaissait, mais un oncle désespéré qui avait vu cette scène 26 fois auparavant, et qui craignait plus que jamais la 27e. Le professeur Delorme prit la parole d'une voix ferme. « Équipe, on y va !» Les scalpels furent alignés, les compresses humidifiées. Chaque geste était mesuré, précis, comme si le moindre écart pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. Les premières incisions furent réalisées sans incident. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythmait la salle. Mais au bout de quelques minutes, une variation apparut. Une accélération soudaine, suivie d'un ralentissement anormal. « Saturation en baisse », annonça l'infirmière anesthésiste. Les chiffres descendaient rapidement, comme si le corps entier luttait contre l'intervention. Des médicaments furent injectés, les niveaux remontèrent, mais avec eux, un murmure se fit entendre. Au début, on pensa à un bruit venant du système de ventilation. Mais en coupant le flux d'air, le son persista. C'était une voix, faible mais distincte, qui prononçait des mots dans une langue ancienne, gutturale, que personne ne reconnut immédiatement. L'anesthésiste blêmit. « C'est la même voix », souffla-t-il en échangeant un regard inquiet avec Sophie. Tous deux savaient qu'ils l'avaient déjà entendue lors d'opérations précédentes. Mais cette fois, elle semblait plus proche, plus insistante. Les chirurgiens poursuivaient, tentant de ne pas se laisser distraire. Mais le cœur de la patiente fit un bond brutal, puis s'arrêta net. Pendant 3 secondes, la salle entière se figea. Puis, soudainement, un choc électrique fit repartir l'organe, au moment précis où la voix s'interrompit. Personne ne le dit à haute voix, mais tous avaient compris la même chose. Cette opération ne se déroulait pas uniquement sur la table. Quelque chose ou quelqu'un semblait participer de l'autre côté. Et ce n'était que le début. Chapitre 6. Entre deux mondes. Après l'arrêt cardiaque, le rythme du cœur se stabilisa de façon presque surnaturelle, comme si une main invisible avait pris le relais du défibrillateur. Personne n'osa commenter, mais les regards échangés en disaient long. Ce n'était pas une réaction normale. Le professeur Delorme reprit la procédure, mais ses mains tremblaient légèrement. Il avait l'habitude des situations critiques, mais pas de celles qui défiaient les lois de la biologie. Sophie, elle, notait chaque variation sur le dossier, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le visage immobile de la patiente. C'est alors qu'elle vit ses lèvres bouger, très lentement, comme si chaque syllabe demandait un effort colossal. Aucun son ne sortait au début, puis un murmure glacé envahit la salle. « Ne l'ouvrez pas !» L'interne placé à sa gauche recula d'un pas. « Elle parle !» balbutia-t-il. Mais comment pouvait-elle parler, anesthésiée, avec un tube respiratoire en place? L'anesthésiste secoua la tête, livide. Ce n'est pas sa voix. Les instruments sur la table vibrèrent légèrement, comme si un souffle d'air froid venait de traverser la salle. Les moniteurs grésillèrent, affichant des caractères incompréhensibles, puis reprirent leur affichage normal. Le gouverneur, de l'autre côté de la vitre, tapa contre le verre. Personne ne l'entendit à cause des bruits d'alarme, mais son regard montrait une peur brute. Plus tard, il dirait avoir vu une silhouette se pencher sur sa nièce, silhouette que personne d'autre n'avait remarquée. La tension monta encore lorsque l'assistante chirurgicale se mit à saigner du nez sans raison apparente. Elle demanda à quitter la salle, mais Delorme refusa. « On termine ». Sa voix, pourtant ferme, trahissait une angoisse grandissante. À mesure que l'opération avançait, la patiente semblait réagir aux incisions comme si elle en avait conscience. Son rythme cardiaque augmentait à chaque geste précis, puis redescendait lorsque les mains des médecins s'éloignaient, comme si elle dictait la cadence. Puis, soudain, ses yeux s'ouvrirent. Pas de mouvement brusque, pas de sursaut. Juste 2 pupilles fixes, dilatées, qui semblaient observer quelque chose au-dessus des chirurgiens. Ceux-ci, figés, sentaient presque un changement dans l'air, plus lourd, plus dense.
et dans un souffle à peine audible, mais que tous entendirent, elle murmura « Vous savez qui je suis ». Personne ne sut répondre. Mais à cet instant précis, chacun dans cette salle comprit que cette chirurgie venait de dépasser le domaine médical, pour entrer dans quelque chose d'infiniment plus dangereux. Chapitre 7. La vérité fissurée. Un silence lourd suivit ces mots. Les mains gantées restèrent suspendues au-dessus de son corps, hésitant à poursuivre. Le professeur Delorme prit une inspiration profonde et ordonna de continuer. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était plus une simple intervention. À peine le scalpel reprit-il sa trajectoire que la température de la salle chuta brutalement. Des nuages de vapeur s'échappèrent de la bouche des chirurgiens à chaque respiration. Les moniteurs affichèrent une activité cérébrale anormalement élevée pour un patient sous anesthésie profonde. Sur l'écran principal, une ligne de données apparut comme injectée dans le système, des symboles anciens, impossibles à traduire immédiatement. L'ingénieur biomédical, posté dans le couloir, jura qu'il n'avait jamais vu ce type de code sur un appareil médical. La patiente bougea légèrement la tête, ses yeux toujours ouverts. Sa voix revint, plus forte, plus assurée. « Ce que vous cherchez n'est pas ici. » Le ton n'avait rien d'humain. C'était comme si plusieurs voix parlaient à travers elle, formant un seul murmure grave et discordant. L'assistante chirurgicale, qui tentait de garder son sang-froid, demanda « Professeur, est-ce qu'on arrête ?» Mais Delorme secoua la tête. « Si on s'arrête maintenant, elle ne survivra pas. » La phrase résonna étrangement, comme si elle concernait bien plus que sa vie physique. Sophie, près de la table, serrait un instrument dans sa main au point de blanchir ses doigts. Elle savait qu'il se passait quelque chose qu'aucune formation médicale ne pouvait expliquer, et elle se surprit à penser que peut-être il ne fallait pas sauver cette jeune femme. Le gouverneur, derrière la vitre, faisait signe frénétiquement comme pour dire quelque chose à Delorme. Mais la lumière au-dessus de la table vacilla, et dans cet instant d'ombre, la patiente tourna la tête vers la vitre et sourit. Un sourire lent, presque prédateur. La tension atteignit son apogée lorsque les instruments métalliques commencèrent à vibrer à l'unisson, comme si une force invisible les manipulait. Un bruit sourd monta dans la salle, semblable à un bourdonnement grave qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Puis, soudain, le cœur de la patiente s'arrêta une deuxième fois. Cette fois-ci, les chocs électriques restèrent sans effet. Les médecins redoublèrent d'efforts, mais la voix, à travers ses lèvres inertes, prononça clairement « Vous ne décidez pas quand je pars ». À ce moment précis, un frisson parcourut toute l'équipe. Ce n'était plus la question de sauver ou perdre un patient, c'était une lutte contre quelque chose qui semblait avoir toujours été là, et qui, pour la première fois, se révélait sans masque. Chapitre 8. L'intrus invisible. L'atmosphère devint irrespirable. L'air, déjà glacial, se densifia comme si une pression invisible écrasait chaque poitrine. Les lampes opératoires se mirent à osciller doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs stériles. Le professeur Delorme, pourtant habitué aux urgences extrêmes, sentait sa main s'alourdir à chaque geste, comme si quelqu'un ou quelque chose retenait le scalpel. Derrière lui, un bruit discret de pas résonna, mais personne ne se tenait là. Les moniteurs, tous à la fois, commencèrent à émettre des sons désynchronisés. Entre les bips médicaux habituels, des mots apparaissaient à l'écran. « Retournez là ». Personne ne comprenait la signification exacte, mais Sophie sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Puis, un souffle parcourut la salle, renversant légèrement un plateau métallique. Les instruments roulèrent au sol dans un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. L'assistante recula, terrifiée, en fixant un point vide au-dessus de la patiente, car c'est là qu'apparut quelque chose. Pas une forme complète, pas un corps défini. Plutôt une distorsion dans l'air, comme une chaleur ondulante inversée, mais d'un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière autour. Le gouverneur de l'autre côté de la vitre se plaqua contre le verre. Ses lèvres bougeaient, formant un nom que personne n'entendait, mais son visage affichait une certitude glaciale. Il connaissait cette présence. La patiente, toujours techniquement en arrêt cardiaque, tourna lentement la tête vers cette chose.
Ses yeux, pourtant ouverts, avaient perdu toute couleur, laissant place à un blanc laiteux, et un sourire, trop large, trop inhumain, déforma ses lèvres. La voix revint, plus grave que jamais, résonnant dans les murs comme dans les os de ceux qui l'entendaient. « Vous êtes ici, parce que je l'ai voulu. » Delorme sentit ses jambes se dérober, mais il s'accrocha à la table, refusant de céder. Les lumières clignotèrent une dernière fois, puis s'éteignirent complètement. Seule la lumière rouge des appareils de secours éclairait désormais la salle, donnant à chaque visage un masque sanglant. Et dans ce silence étouffant, un bruit se fit entendre, le premier battement de cœur de la patiente depuis son arrêt, lent, puissant, presque animal. Tous comprirent à cet instant que la chirurgie avait pris fin, mais pas comme prévu. Ce qui venait de revenir sur la table n'était peut-être plus seulement la nièce du gouverneur, et aucun d'eux ne savait si, en refermant son corps, ils enfermaient ou libéraient. Chapitre 9. Le point de non-retour. Les battements de cœur résonnaient comme des coups de marteau dans la salle, lents, profonds, presque douloureux à entendre. Chaque pulsation semblait faire vibrer les instruments et secouer l'air lourd qui oppressait les poumons des médecins. Le professeur Delorme savait qu'il ne pouvait pas simplement arrêter là. Une plaie béante attendait d'être refermée, et laisser la patiente ainsi signifiait une mort certaine, ou pire. Pourtant, chaque geste était comme une négociation avec quelque chose d'invisible. La voix revint, cette fois claire, presque humaine, mais teintée d'une ironie glaciale. « Vous croyez pouvoir me fermer dedans ?» Delorme, blême, répondit à voix basse. « Peu importe qui vous êtes, nous finirons. » À cet instant, le corps de la patiente se souleva légèrement de la table, comme tiré par des fils invisibles. Les sangles se tendirent au maximum, craquant presque sous la pression. Les moniteurs affichaient des données incohérentes. Certaines lignes semblaient former des mots, d'autres des symboles. Sophie, l'infirmière, sentit une chaleur brûlante dans sa main droite. Lorsqu'elle la regarda, un mince filet de sang s'échappait de sa paume, comme si elle avait été coupée, mais il n'y avait aucun instrument près d'elle. Elle recula, le regard fixé sur la patiente. Le gouverneur de l'autre côté de la vitre frappa du poing si fort que le verre vibra. Ses lèvres formaient toujours le même nom, et cette fois, Delorme réussit à le lire, Élise. Ce nom déclencha un frisson collectif dans l'équipe. Aucun d'eux ne l'avait entendu auparavant. La patiente tourna la tête, ses yeux blanchâtres fixant son oncle à travers la vitre. Ses lèvres bougèrent lentement, formant les mêmes syllabes, Élise. Mais ce n'était pas un appel tendre, c'était une accusation. Le bourdonnement grave reprit plus fort, secouant les murs et faisant tomber un plateau d'instruments au sol. L'un des chirurgiens supplia « Professeur, on doit sortir d'ici ». Mais Delorme resta immobile, ses mains continuant la suture, comme si sa vie en dépendait. Alors qu'il plaçait le dernier point, un souffle glacial balaya la salle, éteignant presque toutes les lumières. La patiente ouvrit la bouche, et un cri sans son, un vide absolu, sembla aspirer l'air autour. Les moniteurs se mirent à hurler d'alerte. Puis soudain tout s'arrêta. Le silence retomba, lourd, oppressant. Les yeux de la patiente se fermèrent, ses constantes redevinrent normales, trop normales, et au fond de chacun, une certitude terrifiante s'imposa. Ce n'était pas fini. Ce n'était même pas encore commencé. Chapitre 10. Ce qui sort avec elle. Le calme apparent qui suivit la dernière suture était trompeur. Les appareils affichaient des constantes parfaites comme sorties d'un manuel. Mais dans les regards échangés au-dessus de la table, personne n'osait se réjouir. Sophie essuya le front du professeur Delorme, qui n'avait pas lâché le scalpel avant d'être sûr que la plaie était refermée. Ses mains tremblaient encore, mais pas à cause de la fatigue. C'était la peur qui s'infiltrait jusque dans ses muscles. La patiente, inconsciente, fut transférée sur un brancard. Les bruits métalliques de la table opératoire semblaient plus lourds que d'habitude, comme si la pièce entière retenait son souffle. L'air restait glacial malgré le retour complet de l'électricité. Le gouverneur entra enfin dans la salle, ses yeux rivés sur le visage immobile de sa nièce. Il ne dit rien, ne demanda aucune explication. Il se contenta de poser sa main sur son front et de murmurer quelque chose que personne ne comprit.
En quittant la salle, l'équipe sentit une pression étrange derrière eux, comme si quelqu'un marchait à leur suite. Mais chaque fois qu'ils se retournaient, il n'y avait que le couloir stérile, désert. Dans l'ascenseur menant à la chambre de soins intensifs, la lumière clignota brièvement. Le cœur de la patiente, stable jusqu'ici, accéléra soudain, comme si elle réagissait à un environnement plus vaste, plus libre. Arrivée dans sa chambre, elle fut installée, reliée aux machines. Le gouverneur demanda à rester seul avec elle. L'équipe hésita, mais finit par sortir, laissant la porte entr'ouverte. À travers l'ouverture, Sophie vit ses lèvres bouger, formant à nouveau ce nom, Élise. Quelques minutes plus tard, alors que le couloir semblait calme, un bruit métallique résonna depuis la chambre. Pas un bruit d'appareil médical, plutôt le cliquetis lent et régulier de pas nus sur le sol. Quand Sophie revint jeter un œil, le lit était vide. Les moniteurs affichaient encore ses constantes, comme si elle y était toujours branchée, mais aucune trace d'elle dans la pièce. Le gouverneur, lui, avait disparu aussi. Plus tard, un agent de sécurité jura avoir vu 2 silhouettes quitter l'hôpital main dans la main. L'une d'elles marchait normalement. L'autre flottait légèrement au-dessus du sol. Et depuis ce soir-là, personne n'a revu la nièce du gouverneur. Certains dirent que la nièce du gouverneur avait succombé à ses blessures et que le corps avait été transféré discrètement. D'autres affirmèrent avoir vu son visage dans des endroits improbables, derrière une vitre embuée, dans le reflet d'une vitre de bus ou au détour d'une ruelle sombre de Marseille. Les médecins impliqués dans cette 27e opération ne reparlèrent jamais de ce qu'ils avaient vu. Officiellement, il s'agissait d'une intervention réussie. Officieusement, chacun d'eux avait quitté la profession dans les mois suivants, incapable de continuer à travailler dans une salle où la lumière vacillait encore sans raison. Quant au gouverneur, il disparut de la vie publique peu après. Et dans les rares moments où il croisait un ancien collègue, ses paroles restèrent les mêmes. « Elle n'est pas partie, elle est avec moi ». Une phrase qui, prononcée avec un sourire vide, sonnait moins comme un réconfort que comme une menace.